Salut à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à une découverte assez folle sur le fonctionnement des IA scientifiques. Et ça pourrait bien tout changer dans la manière dont on explore la science elle-même. Alors, la question de départ, elle a l'air toute simple, mais en fait, elle est super profonde. Imaginez, si on prend deux intelligences artificielles, qu'on les entraîne chacune de leur côté à comprendre la chimie, est-ce qu'au final, elles apprennent la même chose? Est-ce qu'elles découvrent les mêmes règles du jeu, les mêmes vérités sur le monde qui nous entoure? Ok, pour bien saisir l'enjeu, il faut qu'on recadre un peu. On entend parler de la révolution de l'IA partout, tout le temps. Mais là, on est sur le point de passer à une étape complètement différente, une nouvelle phase, l'IA au service de la découverte scientifique. On a tous en tête les IA qui sont devenues expertes en langage ou en création d'images. Eh bien ces systèmes, on les appelle des modèles de fondation. L'idée, c'est qu'on les gave d'une quantité astronomique de données et après ils deviennent super flexibles, capables de s'adapter à plein de tâches différentes. Du coup, la question qui tue, c'est est-ce qu'on peut prendre cette recette qui a si bien marché et l'appliquer à la science? Est-ce que ces modèles pourraient nous aider à trouver, je sais pas, de nouveaux médicaments, des matériaux révolutionnaires, ou même à déchiffrer les secrets de la biologie? C'est vraiment ça, le grand défi du moment. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Parce que pour que ces IA scientifiques soient vraiment utiles, et surtout fiables, il faut qu'on soit sûr de ce qu'elles ont dans la tête. Qu'est-ce qu'elles apprennent au juste? Est-ce qu'elles finissent toutes par parler une sorte de langage universel pour décrire la matière? Le truc, c'est qu'il y a des dizaines, voire des centaines de labos qui créent leur propre IA scientifique. Chacun avec sa propre architecture, ses propres données, c'est un peu le Far West. Et le gros problème jusqu'à maintenant, c'était qu'on n'avait aucun moyen de savoir si elles arrivaient toutes à des conclusions différentes, ou si au contraire, elles finissaient toutes par redécouvrir les mêmes lois de la physique. Alors, comment on fait pour comparer ce qu'il y a dans la tête de ces IA? Eh bien, il faut regarder ce qu'on appelle leur représentation latente. Ok, le mot fait un peu peur, mais l'idée derrière est super simple. Imaginez ça comme la carte mentale que l'IA se fabrique du monde. C'est sa propre version, numérique et ultra compressée, de la réalité physique. Et l'analogie avec la cartographie, elle est juste parfaite pour ça. Pensez aux explorateurs du XVe siècle. Chacun revenait avec sa propre carte du monde et elles étaient toutes hyper différentes, pleines de monstres marins et de continents imaginaires. La question c'est, est-ce que les cartes de nos IA d'aujourd'hui sont aussi différentes les unes des autres ou est-ce qu'elles commencent à se ressembler? Et justement, des chercheurs se sont penchés sur la question. Ils ont réussi à comparer les cartes mentales de presque 60 IA différentes. Ce qu'on voit à l'écran, c'est le résultat. C'est ce qu'on appelle une matrice de similarité. Chaque petit carré compare deux IA. Et la règle est simple, plus le carré est foncé, plus leurs cartes du monde sont similaires. Et c'est là qu'on arrive au plat de résistance, au moment eureka de cette étude. Alors qu'est-ce qui se passe quand on regarde ces cartes de plus près? Regardez bien ce graphique parce que tout est là. Pour faire simple, plus une IA est performante, c'est-à-dire plus elle est basse sur le graphique, plus sa carte mentale ressemble à celle des autres, et donc plus elle se retrouve à droite. La tendance est hyper nette, on ne peut pas la rater. À mesure qu'elles deviennent meilleures, toutes les IA, peu importe leur origine, convergent. Elles commencent à voir le monde de la même façon. Et la conclusion des chercheurs, elle est vraiment forte. Les modèles de fondation apprennent une représentation commune de la réalité physique. C'est énorme en fait. Ça veut dire que peu importe comment elles sont construites ou avec quelles données on les a nourries, à partir du moment où elles deviennent performantes, elles semblent toutes tomber sur la même carte fondamentale de la réalité, la même physique, la même chimie. Cette visualisation, c'est une autre façon de le voir, et c'est génial. C'est une sorte d'arbre généalogique des IA. Les modèles qui pensent pareil sont regroupés sur les mêmes branches. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit que les modèles se regroupent par famille en fonction des données qu'ils ont utilisées ou de leur architecture. Ça confirme bien que leurs cartes internes ont une structure commune, une logique partagée. Mais attention, il y a un mais, un gros mais même. Cette belle carte universelle, elle n'est pas parfaite. Exactement comme les vieilles cartes des explorateurs, il y a des zones blanches, des terra incognita, des territoires où tout d'un coup, la compréhension commune s'effondre. Pour comprendre ça, il faut faire la différence entre deux choses. D'un côté, il y a les structures que l'IA connaît bien, celles qui ressemblent à ce qu'elle a vu pendant son entraînement. C'est ce que les chercheurs appellent les données dans la distribution. Et de l'autre côté, il y a des choses complètement nouvelles, des structures qu'elle n'a jamais vues. Ça, c'est hors distribution. Et voilà à quoi ça ressemble quand l'IA est en terrain connu. Sa carte mentale est super claire. On voit des groupes, des clusters bien nets, bien organisés. Là, elle est à l'aise. Elle sait exactement où classer chaque chose. C'est une carte bien remplie, bien détaillée. Mais, et c'est le point crucial, dès qu'on lui montre quelque chose de vraiment nouveau, de radicalement différent, tout ce bel ordre s'écroule. C'est le chaos. La compréhension partagée disparaît et la carte devient complètement floue, quasiment inutile. En fait, on a deux modes de fonctionnement. Quand l'IA est face à des choses qu'elle connaît, sa compréhension est dictée par les données qu'elle a vues. C'est logique, elle a appris les règles du jeu à partir de milliers d'exemples. Par contre, face à l'inconnu, ce n'est plus du tout la même histoire. Là, c'est son architecture de base, ses propres biais de conception qui prennent le dessus.
Elle se replie sur elle-même et adieu la belle carte universelle. Bon, tout ça, c'est super intéressant, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert? Comment est-ce que ça peut nous aider à construire de meilleurs scientifiques virtuels pour demain? Eh bien, cette recherche nous donne en fait 3 choses super concrètes. D'abord, on a un nouveau outil pour mesurer si une IA a vraiment atteint ce statut de modèle de fondation. Ensuite, ça nous donne un guide pour choisir le bon modèle, le plus efficace, sans forcément se jeter sur le plus gros ou le plus cher. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, c'est la preuve par A plus B qu'on a un besoin critique de données beaucoup plus variées. Il faut explorer les zones blanches de la carte. Donc au final, ce n'est pas juste une publication scientifique de plus qui va prendre la poussière, c'est une vraie feuille de route. Ça nous donne des pistes claires pour construire la prochaine génération d'IA pour la science. Des IA qui seront non seulement plus puissantes, plus générales, mais surtout des IA dont on pourra mieux comprendre la pensée et vérifier les découvertes. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Qu'est-ce qui va se passer le jour où la carte de la réalité dessinée par une IA deviendra plus détaillée, plus précise et plus complète que la nôtre? C'est le futur assez fou vers lequel on se dirige. Merci d'avoir suivi cette analyse.